Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants en master marketing vente de l'université Champagne-Ardenne. Je suis Sarah et je suis accompagnée de Justine. Bonjour. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de notre podcast, on va parler d'un thème qui fait partie de la culture de beaucoup d'habitants champenois et on peut vous dire que beaucoup en sont fiers. Vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui nous allons parler du champagne et plus particulièrement de la communication et des relations presse dans le secteur du champagne. Et pour cet épisode, nous sommes fiers d'accueillir Monsieur François Demouilly, directeur de la communication et responsable presse de la maison de Champagne Palmer. Bonjour Monsieur Demouilly, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, pour commencer, pour se mettre un peu dans le bain, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Avec plaisir. C'est pas un parcours très linéaire. Je pense que c'est plutôt une vraie chance aujourd'hui, avec d'abord des études de commerce assez généralistes et spécialisées ensuite vers la communication assez rapidement, attiré pas vraiment par ces métiers liés à l'image et de la construction des stratégies de communication. Et j'ai eu la chance très vite dans mes études de tomber sur le stage idéal finalement, le stage fondateur qui m'a vraiment ouvert les yeux sur un univers qui était celui du Champagne, que je connaissais forcément étant natif de la région, mais connaissais pas vraiment de l'intérieur. Et ça a vraiment été fondateur pour moi. J'ai poursuivi ensuite dans une autre maison de Champagne, plutôt des grandes maisons. Donc c'est aussi une école hyper intéressante, école de la rigueur, école de vraiment de la façon dont tous les services étaient séparés et qui regroupaient tous les métiers de la communication. Et puis très vite, je me suis rendu compte là, je parle d'une période où on était en 2005, 2006. Donc c'était aussi la naissance des réseaux sociaux. Facebook est arrivé en 2004 et je me suis dit, ça va forcément changer quelque chose dans la façon de travailler, dans la façon d'intégrer le digital dans la communication professionnelle. Et j'ai identifié le marché britannique comme étant une opportunité intéressante pour moi pour deux raisons. La première, c'est qu'ils étaient légèrement en avance sur nous sur les réseaux sociaux, étant pays anglo-saxon. Et la deuxième, c'était que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour pouvoir continuer en Champagne au poste que j'espérais. Ça, c'est vraiment un point clé, j'y reviendrai après. Mais voilà, donc je suis resté plusieurs années là-bas. Et ensuite, je me suis dit, voilà, avec ce bagage de communication digitale, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je suis rentré en France et j'ai décidé de partir de l'autre côté, à savoir le côté agence. Avant, donc on dit, quand on est chez l'annonceur, on est chez une marque. Quand on est dans une agence, on est de l'autre côté. Et j'ai pu mettre à profit mes connaissances en communication digitale au sein d'une agence à Paris qui s'occupait du secteur des vins et spiritueux. Donc, c'est ça aussi très formateur. Mais très vite, je me suis rendu compte aussi que je prenais beaucoup plus de plaisir à ressentir le besoin d'incarner une marque à Mm. 100% et de gérer les projets de A à Z, pas juste pas être la personne qui vient sur un projet qui l'emmène jusqu'au bout. Et j'avais envie de piloter une vision sur le temps long. Et à ce moment-là, voilà, revenir en Champagne m'a paru pour moi important. Et ce fut le cas, puisque je suis rentré en Champagne en 2012. Donc ça fait un petit moment. Pour travailler pour différentes maisons de champagne. Et la dernière, effectivement, Champagne Palmer Co. Depuis maintenant, ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Voilà. Ok, d'accord. Bah, ça nous permet de rappeler que les stages sont très importants. Et, euh, et du coup, bah, vous avez commencé dans le Champagne, un petit tour dans une agence, et après vous êtes retourné vers le Champagne. Exactement. Et j'avais discuté à l'époque avec la directrice des ressources humaines de la maison dans laquelle je travaillais, qui avait dit que j'avais un profil qui était très champagne, très passionné, ce qui peut être un atout, mais peut-être aussi un danger parfois. Et donc, il m'a demandé de tester autre chose, de partir dans un autre univers. Et en Angleterre, en l'occurrence, je travaillais dans l'univers de la joaillerie, de la haute joaillerie. Donc, c'est différent dans le sens où ça reste quand même un produit d'exception, plutôt dans l'univers de luxe, Mm. mais différent parce que c'est pas du tout la même chose au quotidien quand même sur un produit de bien de consommation, Mm. d'élaboration de vin, quoi. Ok. Dans votre parcours, vous êtes resté un peu dans l'univers du luxe. Est-ce que vos études étaient orientées dans ce secteur ou elles étaient plutôt généralistes, comme vous l'avez un peu précisé? Elle était très généraliste et là je suis assez catégorique là-dessus. Moi je grince un peu des dents quand je reçois des candidats qui veulent travailler dans le champagne parce que c'est l'univers du luxe. Euh, le- C'est pour moi un univers d'art de vivre très premium, mais je suis pas fan du mot luxe en soi. On est avant tout un univers quand même très. Nous sommes travaille pour des vignerons, pour des gens qui cultivent du raisin et qui fabriquent du vin. Donc c'est pas la même chose en tout cas c'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes cibles, c'est pas. Mm. Donc voilà, c'est pour moi c'est deux choses assez différentes quand même.
Votre métier aujourd'hui, c'est donc directeur de communication et responsable presse. Concrètement, qu'est-ce que ces mots veulent dire pour notre audience? Est-ce que vous pourrez essayer de les qualifier? Enfin, quel est votre métier actuellement? Absolument. Un responsable communication, c'est la personne qui va définir la stratégie globale d'une marque, d'une entreprise ou d'une maison, dans le cas du champagne. Heu, alors après, vous avez autant de modèles que de marques en Champagne, entre les vignerons, les coopératives, les maisons. Vous avez autant de modèles différents, avec tous un positionnement différent. Donc votre bon métier, en tout cas, c'est de définir les cibles, les messages, l'identité visuelle, bien évidemment, les supports de communication, les relations extérieures qui comprennent les relations publiques, les relations presse, bien évidemment, et puis tout ce qui est événementiel. Ça, c'est vraiment la partie communication pure et après il y a le volet presse là-dedans qui, comprend les relations médias, la construction du discours de marque, le discours éditorial, la cohérence des prises de parole dans les différents marchés, ça c'est extrêmement important et alors dans les grosses structures, vous avez ces services-là sont séparés en général, ils sont regroupés sur un département, département communication marketing. Dans les petites maisons, en l'occurrence, pour, ce Palmer & Co, moi je m'occupe de ces deux parties-là, seul. Et par exemple, pour la presse, c'est quel type de presse enfin, à qui vous vous adressez, vous, dans votre quotidien? Alors, elle est très différente. Il faut connaître d'abord sa cible et il faut effectivement connaître le contenu éditorial des magazines avec lesquels on travaille. Et les journalistes, il faut les connaître personnellement, ça j'y reviendrai plus tard, mais elle est assez large. Ça passe par la presse professionnelle, surtout au démarrage, quand vous n'êtes pas encore très connu. Il faut aller chercher la prescription auprès des gens qui, qui font la réputation d'une marque. Et ensuite, potentiellement, vous avez la possibilité d'ouvrir plus généralement à la presse dit art de vivre, la presse gastronomie, Mmh. la presse, les pure players, les grands médias, donc facile. En France, vous avez quand même, le groupe Les Échos avec la dimension plus économique. Il y a après vous avez quand même le Figaro, Le Monde, Le Point, beaucoup de presse généralistes comme ça et puis des suppléments, ça c'est très important, suppléments art de vivre, suppléments les sélections. On a en France ce qu'on appelle des marronniers, donc on a souvent des temps de parole. Alors vous savez qu'en Champagne, c'est pas une surprise, mais la majorité de la consommation se fait en fin d'année, autour des fêtes de fin d'année. Il y a quand même un pic de prise de parole, en général à la fin du printemps, début de l'été et sinon, c'est plutôt à partir de, ouais, octobre, novembre, ça monte en puissance octobre, novembre, décembre. Voilà. D'accord. Non, un sujet récurrent, les vendanges par exemple, c'est là aussi où vous pouvez communiquer. Oui, il y a d'autres marronniers que sont les moments forts de l'élaboration. Il y a tout le travail de la vigne qui est fait en amont, qui est moins connu. On parle souvent des vendanges, mais il y a quand même un travail considérable qui est fait en amont. De la taille jusqu'à la vendange, il se passe quand même beaucoup de choses. Et une fois que la vendange est faite, il y a aussi tout le travail, et c'est là l'intérêt et la différence du champagne par rapport à d'autres vins, c'est tout le travail qui est fait autour de l'assemblage. Et ça, c'est assez facile. Enfin, un univers narratif qui est très riche et qui permet vraiment de raconter beaucoup de choses. Et donc potentiellement, on a de quoi nourrir, en tout cas, un discours tout au long de l'année sur. Et on est aussi assez dépendant de Mère Nature, donc ça c'est aussi assez intéressant de pouvoir chaque année, on ne sait pas quelles vont être les conditions. Là, on se réjouit parce qu'il fait très beau, mais potentiellement c'est un poil dangereux. On est un peu tôt dans l'année pour avoir une Mm. température aussi élevée, donc on voit les Tout arbres à qui fait. commencent à sortir leurs bourgeons, et c'est pareil dans la vigne, et donc on n'est pas à l'abri de problèmes climatiques, et de plus en plus en Champagne. Nous, c'est pas forcément le réchauffement climatique qui nous pose problème, c'est plutôt le dérèglement climatique, avec des épisodes un peu extrêmes, que ce soit des orages, du gel tardif, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, et c'est aussi un axe de communication plus interne, mais comment faire pour produire toujours mieux et travailler, alors sans parler, rentrer dans le détail du bio et tout ça, mais en tout cas travailler de la plus durable possible nos Mm. vignes et nos raisins. J'avais une question à titre personnel. Pour vous, pour établir des bonnes relations presse, vous pensez qu'il faut connaître, enfin, avoir une relation de proximité avec un journaliste qui est dans la presse spécialisée que vous visez? C'est indéniable. Ça, c'est la relation, elle est très importante. Alors, vous pouvez vous faire aider par des agences RP, des agences de presse, avec des attachés de presse. Euh, elles peuvent nous aider à connaître parce qu'en fait, les journalistes ne nous attendent pas. Globalement, on est nombreux sur la place du marché. Et ce sont des gens qui sont hyper sollicités avec, pour la catégorie champagne, pour ce que je connais, c'est en moyenne un minimum de 300 mails par jour. Donc vous imaginez que si vous n'avez pas l'objet
Même si votre objet est extrêmement pertinent, vous avez une chance de passer à la trappe. Donc effectivement, la réponse c'est clairement oui, il faut connaître les journalistes, et ça c'est une relation qui se construit sur la durée. Il faut connaître leurs angles éditoriaux, il faut savoir et puis il faut leur apporter quelque chose. C'est-à-dire que si vous Mmh. leur apportez juste leur parler de son produit en disant: «Mon produit est exceptionnel, c'est le meilleur», c'est pas comme ça qu'on va avoir des papiers. Donc par contre, travailler sur trouver des angles, trouver des choses, voilà, c'est ça qui est très important. Donc ça veut dire effectivement les connaître, les recevoir. Il n'y a rien de plus important pour nous de recevoir les journalistes à la maison, être dans les vignes avec eux, être dans les cuveries, être dans la cave, être voilà, pour qu'ils s'imprègnent complètement du discours et du positionnement de la maison et de nos vins. Et il faut le faire de manière très régulière. C'est-à-dire que je reçois moi les journalistes à peu près tous les 2 ans, en moyenne on va dire. Et en fait, tous les 2 ans, il faut que je redémarre, il faut que je réexplique les mêmes choses, parce qu'ils ont vu beaucoup de choses, ils sont très sollicités, ils ont plein de choses, et donc il faut toujours pouvoir appuyer, insister sur les points clés que vous voulez mettre en avant. D'accord. Bah, en fait, c'était justement une de nos questions, comment vous faites, face à la concurrence? Et bah, du coup, on voit l'importance, d'avoir une relation, de proximité avec les journalistes. Au final, c'est un peu des clients, à part, entre guillemets, où il faut un peu les chouchouter, un peu les attirer, un peu leur donner envie. Complètement, il faut les connaître. Alors, voilà, moi je connais leur date d'anniversaire, donc ça m'arrive de leur faire des petits cadeaux, des choses comme ça, les recevoir. Et puis, encore une fois, on a de la chance et c'est d'autant plus vrai dans le monde du vin, c'est très humain comme univers. Donc en fait, il y a certains avec qui j'ai des affinités particulières et on se retrouve sur d'autres choses. Ça m'arrive d'aller faire un tennis avec un journaliste du vin, par exemple. Voilà, c'est une anecdote, mais on essaie de partager des choses qui vont un peu au-delà de nos métiers, parce qu'eux, ils sont avant tout preneurs de contacts, d'histoires, des choses comme ça, et de liens aussi, ils en ont besoin. Donc, et ils sont très curieux, donc c'est ce qui nous rapproche aussi. Je pense qu'un responsable de la communication doit être quelqu'un de très curieux. Les Mmh. journalistes le sont également. Vous nous avez beaucoup parlé de médias français et de journalistes, mais est-ce que vous travaillez avec des médias internationaux, des journalistes plutôt internationaux? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, quand une maison de champagne est très installée, ce qui est, alors, pas très installée, nous avons 80 ans, mais néanmoins, 80 de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Donc c'est-à-dire Ah que je oui. travaille avec une soixantaine de marchés et donc oui, les marchés étrangers sont plus importants que les nôtres. Alors après, ils ont toutes, une spécificité différente. Moi, je m'occupe des relations presse au Royaume-Uni, en direct, parce que c'est un marché que je connais, et parce c'est assez similaire. Bien qu'il n'y ait pas il y a de la presse professionnelle, mais il y a moins ce côté presse art de vivre avec des sélections vins, des choses comme ça. On est quand même plus sur de la presse, vraiment presse pro ou presse généraliste. Et puis après, je fais la même chose en Italie, aux États-Unis. Alors dès qu'on sort un peu de la culture, enfin de notre propre culture, moi je me fais aider par des spécialistes aux États-Unis qui connaissent mieux les journalistes que moi, parce que je ne vais pas non plus passer mon temps là-bas. Donc ça m'arrive bien sûr de les recevoir une fois par an à peu près. Alors ça paraît important comme ça, mais alors, sachez quand même que prenons le cas de la France ou du Royaume-Uni, vous avez peut-être 15 journalistes qui sont extrêmement importants et influents. Et avec ces 15-là, vous pouvez travailler sans problème. Il n'y a pas besoin d'aller chercher au-delà quand Ailleurs. même. Mmh. Et surtout, et certains d'ailleurs travaillent même pour plusieurs supports. Donc c'est important D'accord. aussi. Et pouvoir les nourrir, trouver un angle qui puisse les intéresser aussi suivant le support. Et puis il faut être extrêmement réactif. Parfois, ils sont souvent dans l'urgence. Et donc, ils vont vous appeler en disant: j'ai une opportunité de parler de la maison sous un tel angle. Et ben, ils vont pouvoir répondre tout de suite et prendre la parole. OK. Moi, j'ai une petite question là. Comment peut se renouveler quand on a 80 ans, d'expérience? Quel angle attirer? Parce qu'au final, je me dis que du champagne, ça reste du champagne. Alors, ça doit être un défi un peu compliqué peut-être? Alors, je me sens extrêmement jeune, moi, 80 ans. Il faudrait demander à des maisons bicentenaires, comme il y en a beaucoup en Champagne. Mais c'est une très bonne question et je pense qu'on est toujours en perpétuelle évolution. La consommation change, les Mmh. consommateurs évoluent, le style des vins, même si on n'a pas changé le procédé de fabrication, on a quand même beaucoup de choses à raconter sur les nouveautés. On travaille sur des packaging, on travaille sur des circuits de distribution avec des nouveaux acteurs qui arrivent. On a aussi vu, depuis que j'ai démarré, moi, il y a une vingtaine d'années, l'importance que prenait la gastronomie dans la communication. En fait, les chefs sont sortis de leur cuisine
pour devenir des ambassadeurs de marque, des restaurants, Clairement. des grands chefs. On a effectivement, bien sûr, la télé qui les a poussés. Et c'est pareil pour le vin, dans le sens où nos élaborateurs, nos chefs de cave, comme on dit chez nous, sont sortis de l'ombre pour être plus mis en avant sur les marchés également. Donc, non, c'est extrêmement important. Ok. On a un peu parlé de votre métier. Vous êtes donc directeur de communication et souvent être directeur, ça sous-entend manager. Est-ce que vous avez une équipe avec qui vous travaillez ou est-ce que vous travaillez plutôt tout seul? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je suis quand même beaucoup dans l'opérationnel parce que c'est une petite maison. Moi, j'ai un alternant avec moi chaque année, parfois pour 2 ans. Mais j'ai pas d'équipe à proprement parler parce on est une petite maison qui fait 80 salariés et, euh, et finalement l'équipe commerciale, je travaille quand même étroitement avec l'équipe commerciale, même si je les manage pas directement. Je suis en contact permanent avec eux parce que ils me remontent les informations et j'essaie de les aider au maximum. Parce qu'on a un point important en Champagne que j'ai pas évoqué, c'est que on parle finalement assez peu au client final, surtout dans la distribution dans laquelle nous sommes, à savoir une distribution sélective, c'est-à-dire que nous travaillons avec des intermédiaires. Pour la France, on va former des agents qui vont aller directement vendre du vin à des restaurateurs ou des cavistes. Donc là, déjà, il y a déjà une intermédiaire, mais c'est pas. Mais si on prend le cas d'un pays étranger, euh, nous allons vendre notre vin à un importateur. Donc moi, je vais recevoir l'importateur, je vais lui présenter la maison, lui présenter les messages, et ensuite, lui va devoir les restituer à son distributeur, qui lui-même devra les restituer aux détaillants, aux revendeurs, les cavistes, les sommeliers, qui eux-mêmes devront ensuite le restituer au client final. Vous imaginez la déperdition Mm, du message. Donc tout à ça, fait. c'est très important pour nous de travailler les clés qui nous permettent d'aider, en fait, des outils d'aide à la vente pour que nos sommeliers, alors ça passe, c'est des exemples concrets, hein, ça passe par la contre-étiquette, elle parle en Champagne. Vous avez aujourd'hui, avant il y avait un texte plutôt générique sur la philosophie de la maison. Aujourd'hui, nous, on entre très loin, on va très loin dans le détail de la composition des vins, l'assemblage précis, la date de mise en cave, et on va même plus loin en proposant un QR code qui permet d'aller chercher vraiment une fiche détaillée sur le vin, des idées d'accords mets et vins, des choses comme ça. Donc on essaie vraiment de faciliter au maximum le choix du consommateur, euh, enfin du prescripteur en l'occurrence, mais pour que le consommateur s'y retrouve tout de suite. Parce qu'il n'y a rien de pire et le vin est très compliqué. On le voit bien. Alors nous, on n'est pas en grande distribution, mais quand vous êtes en grande distribution devant ou même chez un caviste, vous avez une sélection de 15-20 champagnes devant vous. Qu'est-ce qui va faire la différence? Donc c'est là qu'on intervient. Bien sûr qu'il y a la partie visuelle. Il faut que le nom rassure. Il faut que s'il n'est Mm. pas connu, il faut que le packaging soit séduisant. Est-ce qu'on a envie de l'offrir? Est-ce qu'on a envie de se l'offrir? Et voilà. Et donc aller plus loin et puis mettre en avant nos spécificités. Comme vous le disiez, on est quand même nombreux sur le marché. Et donc, il faut qu'on puisse arriver à séduire par un discours en expliquant vraiment ce qu'il y a dans la bouteille et quelle sera l'émotion que cela procurera au consommateur. Alors attention aux mots utilisés parce que... Et justement, vis-à-vis de ça, est-ce que vous participez à des événements, à des salons, etc., pour essayer de gagner des prospects potentiels? Absolument. Donc, il y a d'abord les salons professionnels, le plus gros étant Wine Paris, anciennement Vinexpo, qui était élu à Bordeaux pendant quelques années, enfin depuis très longtemps, et depuis à Paris depuis quelques années, qui est un rassemblement mondial et extrêmement important. Et il y avait aussi la même chose à Provine, qui s'appelait Düsseldorf, s'appelait Provine, qui est plutôt en perte de vitesse, mais qui était aussi un salon important pour nous. Et puis après, il y en a plusieurs dans certains pays. Et puis pour le grand public, on en fait peu, mais on est toujours présent historiquement au Grand Testing à Paris au mois de novembre, qui est le salon organisé par Béthane de Sauve. Et puis le Champagne Tasting du magazine Terre de Vin qui aura lieu à Paris au mois de juin. Donc ça, ce sont des événements qui Voilà. ont lieu une fois par an. Une fois par an et qui Ok. sont ouverts au public. Donc c'est quand même des gros événements à Voilà. préparer. Ce sont des événements importants à préparer, surtout Wine Paris, parce que c'est 3 jours de salon avec des stands de 50 mètres carrés en ce qui nous concerne. Donc c'est quand même une grosse organisation aussi. Et puis beaucoup de réceptions à la fois de nos partenaires existants pour entretenir la flamme et pour travailler, pour parler des enjeux de l'année. Et puis évidemment les prospects. Donc arriver à séduire
et gagner des parts de marché dans un secteur qu'on sait, alors j'aime pas le mot crise, on n'est pas un secteur en crise, mais un secteur qui est un peu plus contracté, on va dire, et donc effectivement, il faut redoubler d'efforts, je dirais, pour arriver à ces fins. Est-ce que dans ces salons, vous avez plutôt, enfin, c'est plutôt un public français ou plutôt un public étranger par exemple, Wine Paris Wine Paris, je dirais que c'est un peu comme nos distributions. On a une majorité de visiteurs internationaux. Quasiment tous les pays viennent. C'est en février, donc c'est plutôt très bien placé dans l'année en fonction des calendriers commerciaux finalement. Il n'y a que les Chinois qui ne sont pas présents parce qu'ils sont en train de faire la fête. C'est le pour le Nouvel Nouvel An. An chinois? Ce qui n'est pas dramatique parce que c'est pas un marché très important pour nous. Mais voilà, globalement, sinon le monde entier se retrouve à Paris. Et puis il y a quand même bien sûr le lundi, en tout cas, on a les professionnels du vin, parce que c'est un salon professionnel. Donc on reçoit les sommeliers, les restaurateurs de partout en France. Ok. Moi, j'avais une petite question, mais je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur la stratégie justement de Palmer Co. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous n'étiez pas disponible dans la grande distribution. Est-ce que c'est un choix qui vous ciblez Ah, Voilà. complètement, c'est un choix stratégique qui remonte à l'origine de la maison. Euh, donc la stratégie, effectivement, elle va être plus limitée en termes de diffusion, mais on est sur un positionnement dit premium, avec une très forte présence dans la restauration, ça c'est important aussi. Les cavistes, qui ont beaucoup progressé aussi depuis le Covid. Et puis depuis peu, on se développe aussi, enfin depuis peu, en tout cas ça progresse, c'est la part aux entreprises, en vente en direct, que ce soit les comités d'entreprise, les ventes pour les cadeaux, des choses comme ça. On a une stratégie de développement importante D'accord. qui doit être la même sur tous les marchés. En fait, la cohérence, c'est vraiment le mot-clé à retenir, c'est ça. Il faut être présent sur tous les canaux, enfin sur tous ces canaux-là. Et justement, il ne faut pas chercher à être partout et parler à tout le monde. Il faut savoir à qui vous vous adressez. On n'a pas la force ni les budgets pour aller inonder la planète. Euh, et ben, on se bat avec nos armes et on a effectivement une cible un peu plus experte dans lequel on va chercher l'amateur de vin éclairé, celui qui n'a pas peur, qui va pas forcément se cacher derrière une étiquette. Souvent, quand vous êtes complètement purement néophyte, vous allez vous dire: ah bah ça, je l'ai déjà vu, donc je vais aller l'acheter. Ça, je suis sûr d'avoir quelque chose de bien. C'est une approche qui existe, mais c'est pas la bonne, en ce qui je pense. Mais justement, on essaye d'aller chercher des gens qui vont chercher une expérience, qui vont chercher du goût, et qui vont chercher aussi, euh, même si il faut pas, voilà, il faut pas trop s'enfermer dans une niche parce il faut que ça reste un produit plaisir. Et je pense que c'est le vin qui représente le plus aujourd'hui le partage, la célébration, la fête. Alors, ce sont des axes de communication qui sont interdits par la loi en France, mais qui sont néanmoins importants pour nous pour continuer à faire briller ce produit. Et j'ai une anecdote qui est assez intéressante, mais j'avais des discussions en 2019 avec des journalistes, justement, qui m'interrogeaient sur la pertinence du modèle champagne. Est-ce qu'on ne serait pas en train de devenir un peu le vin des grands-parents? Est-ce que c'est pas un peu, justement, est-ce qu'on se renouvelle assez? Est-ce qu'on intéresse les jeunes? Et finalement, après on a eu l'épisode de Covid, et quand le monde s'est réouvert, la première chose qu'ont fait les gens dans le monde entier, c'était d'ouvrir une bouteille de champagne. Et on a été pris d'assaut, on a tout vendu en 3 mois, c'était absolument dingue. Mais ce qui est important de retenir là-dedans, c'est la puissance quand même du symbole autour du champagne, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés, trop heureux de se retrouver, ils ont dit, mais ça s'arrose, et on le fait comment? Avec la manière, avec le champagne. Et donc moi, je suis persuadé qu'il faut continuer à travailler aussi les générations futures en ayant conscience qu'on en boira moins. Ça, c'est et je pense pas que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais d'un point de vue sociétal. Je pense que les gens font plus attention à ce qu'ils font. Déjà parce que le champagne est plus cher qu'avant, parce qu'on consomme moins d'alcool, parce qu'on a, voilà, mais on a toujours ce besoin d'éduquer et expliquer aux gens ce qu'il y a derrière une bouteille de vin. Et il y a vraiment tout un travail, et ça, c'est ça notre axe de communication aussi. On n'est pas là juste là pour pousser des bouteilles en rayon, on est là pour produire le meilleur vin possible et de le mettre sur le plus de tables possible. Ça, c'est vrai. Mais l'appétence pour les bulles dans le monde entier, elle est véritable aujourd'hui, on le voit. On le voit par la concurrence aussi. Tous les pays producteurs de vin se sont mis à produire des vins pétillants depuis quelques années, avec plus ou moins de réussite, certains avec beaucoup de réussite, avec parfois
un prix d'appel qui est très attractif et qui peut faire du mal à la consommation du champagne. Je pense au Prosecco Mm. notamment, qui a pris une place importante. Et ben, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous de continuer à travailler et d'amener, de toucher ces consommateurs-là et de leur dire, voilà, si vous aimez, pourquoi pas aller plus loin dans l'apprentissage et les emmener progressivement vers le champagne. Ça, j'y crois beaucoup. Et, euh, et en tout cas, notre objectif. C'est vrai que je trouve que le champagne, c'est quelque chose d'assez difficile à, entre guillemets, à promouvoir parce que, comme vous l'avez dit, il s'utilise dans les grandes occasions. Et il faut trouver la bonne occasion pour sortir le champagne dans l'année. Donc, c'est pas. Enfin, ce qui montre que ça reste un Ben, produit assez. oui, c'est vrai. Quand on regarde les chiffres en France, finalement, on vend 2 bouteilles de champagne par habitant par an, ce qui n'est pas énorme, surtout quand on connaît la consommation des Rémois. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de... Ça laisse quand même de la place, justement, et ça, c'est ce que je fais, moi, au quotidien. En tout cas, c'est un axe de communication. J'ai travaillé avec des restaurateurs à Paris pour faire des opérations de mise en avant du champagne, où les gens viennent assister à un dîner entièrement au champagne, entièrement accord mets et champagne. C'est des choses qu'on ne fera pas forcément chez soi, pour des raisons Bien purement sûr. économiques, et c'est l'opportunité de le faire. Et les gens se disent, mais oui, effectivement, le vin de champagne, et j'insiste bien sur le mot vin de champagne, c'est quelque chose qui peut faire des étincelles à table avec des accords magiques. C'est pas uniquement un vin d'apéritif et c'est pas uniquement un vin de dessert. C'est aussi tout ce qui est entre les deux. Euh, et Oui, là, c'est il y a vrai. beaucoup de choses à faire avec des chefs, avec des prescripteurs à ce niveau-là, et pour essayer justement de faire en sorte que ce soit une célébration qui soit accessible et possible. En fait, on n'a pas besoin d'attendre les fêtes de Noël pour ouvrir une bouteille de champagne. Il faut Mm. juste avoir les bonnes personnes et le partager. On a quand même peut-être une des seules boissons au monde qu'on partage, qu'on boit jamais seul. C'est Oui, c'est vrai, vrai. tout à fait. Mm. Et la prise de contact justement avec les restaurateurs, c'est comment ça se passe? Le démarchage, tout ça, comment vous visez avec qui vous voulez travailler Alors ça se passe, c'est ma partie préférée parce que c'est là où ça se passe. Ça commence par un déjeuner, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Non, mais quand je suis dans un restaurant et que j'observe à la fois la carte, la, la carte des vins évidemment aussi, et très vite je demande à rencontrer le chef ou j'attends la fin du service et je vais me présenter, lui parler un peu, savoir s'il connaît la maison, quel est son rapport au champagne, tout ça. Et ça se fait comme ça, mais je dirais que ça se fait avant tout quand même sur le bouche à oreille et qu'on a quelques chefs dits ambassadeurs de la maison qui sont voilà, qui nous font confiance, qui nous mettent en avant. Vous avez toujours, en fait, dans un restaurant, il peut y avoir une sélection assez large de produits, mais il y en a toujours un qui est mis en avant à la coupe. Ok. Ça, c'est très important, ce qu'on appelle être le champagne maison. Donc ça peut être de manière spontanée, ça peut être de manière euh, occasionnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants qui font tourner les vins à la coupe tous les 15 jours, par exemple, et ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a des restaurants ou des groupes de restaurants, ce qui est de plus en plus le cas maintenant aujourd'hui, surtout à l'étranger, où on va travailler avec des contrats sur les différents. En Angleterre, par exemple, nous, on est partenaires de Gordon Ramsay, qui est un chef britannique qui était Mm. lui aussi assez connu parce qu'il a commencé à la télé aussi. Et donc, on est présent dans tous ces restaurants en étant le seul champagne à la coupe. Donc, ça, Mm. et C'est ça, intéressant. c'est des gros travaux Alors, c'est commercial, mais bon, à la base, il a fallu une rencontre, il a fallu qu'il soit séduit par le vin. Et encore une fois, j'insiste là-dessus aussi, séduit par les personnes qui sont derrière. Et je pense que nous, ce qui revient souvent et ce qu'on entend, c'est de dire vous êtes une marque dynamique avec une équipe qu'on voit, parce que tout ça, ça se fait pas derrière son ordinateur dans son bureau, hein, ça se fait sur le terrain. Et, euh, et on a la chance d'être. Le mot est interdit, mais ça reste un produit plaisir, et comme la gastronomie. Et finalement, on se retrouve autour de ça. Il y a cette notion des épicuriens, c'est pas rien. Et en général, voilà, un amateur de bonne cuisine va être un amateur de bon vin et réciproquement. Vous nous avez parlé un peu de vin de champagne. Vous avez l'air très. Enfin, vous avez vraiment. Vous utilisez beaucoup ce mot. Pour ma culture générale, pourquoi on me dit vin champagne et pas que champagne comme on a l'habitude de dire On le dit souvent, je pense, dans l'inconscient collectif, on parle de champagne et certaines entreprises, même quand j'étais en agence, on disait, moi je travaille pour les bières, les spiritueux, les vins et champagne. Et en fait, je pense qu'on a eu un grand travail qui a été mené
par l'interprofession et par les maisons elles-mêmes depuis quelques années, justement, pour nous considérer comme un vin. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et d'ailleurs, sur toutes nos étiquettes, on retrouve la mention grand vin de Champagne. Et c'est des choses qu'on retrouve historiquement en Bourgogne. Vous avez toujours grand vin de Bourgogne sur les vins. Et c'est important pour nous d'être assimilés à cet univers du vin et des grands élaborateurs de vin. Voilà, c'est pas juste un produit festif, c'est un vin avant tout. En tout cas, c'est notre conviction intime. Et donc, on essaie de le mettre en avant le plus possible en essayant d'être servi le plus rapidement possible. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un... On sait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et quand vous allez être invité à dîner ou un apéritif, c'est celui qui sera servi en premier qui va gagner. Il ne faut pas attendre surtout dans une conjoncture, et en tout cas dans les habitudes de consommation, on voit la consommation d'alcool se réduit encore une fois. Vous avez aussi un peu parlé de ce qui était interdit de faire la promotion. Est-ce qu'on pourrait un peu parler de la loi E20? Et est-ce que vous travaillez avec tous les jours, je pense. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que nous, en tant qu'étudiants en marketing, on est souvent un peu perdus avec cette loi. Vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous. Parce qu'en fait, c'est une loi qui tient en une seule phrase. C'est ça le problème. C'est-à-dire elle structure profondément notre communication en France, évidemment, parce qu'elle impose un usage et un cadre assez strict lié vraiment à l'élaboration du vin, à sa description purement factuelle, avec évidemment pas de communication sur l'imaginaire du champagne, pas le côté festif, le côté partage, le côté joie, le côté ça, non. Ce qui est malheureusement un peu dommage, étant donné que c'est une force pour notre produit. Euh, mais c'est aussi une contrainte qui nous pousse justement à appuyer sur différents aspects, que ce soit le savoir-faire lui-même. Donc là, c'est-à-dire, encore une fois, mettre en avant les hommes et les femmes qui sont derrière l'élaboration du vin lui-même. Donc ça, c'est un axe important. Il y a aussi toute la partie gastronomie qu'on a évoquée. Il y a la partie œnotourisme qui est encore plus importante aujourd'hui, qui est en train de progresser. Donc on a de plus en plus de visiteurs en Champagne qui viennent ouvrir les portes de nos maisons pour en apprendre davantage sur nos produits. Et puis la dimension historique, la dimension patrimoniale, vraiment tout le symbole du champagne. Donc on a quand même beaucoup de choses à faire. C'est une contrainte qui nous pousse peut-être à être plus pertinent. Et moi, je pense que c'est une bonne chose au final, même si parfois c'est un peu contraignant, mais au moins ça permet de ne pas tomber dans les dérives. Si on n'était pas cadré, on pourrait un peu avoir n'importe quoi. Et il faut toujours garder à l'esprit de, de prôner une consommation responsable. Et ça, on s'engage à le faire. Ça, c'est très important pour nous. Et, euh, et voilà. Mais encore une fois, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait jamais trop si on a besoin d'humains pour incarner nos marques et on ne peut pas utiliser n'importe qui. Alors souvent, moi, sur la gestion des réseaux sociaux au quotidien, j'ai des photos où je mets des mains ou en tout cas des personnes qu'on aperçoit. Il faut que cette personne ne tienne pas un verre à la main, ne soit pas en contact direct avec la bouteille, sauf si elle est dans un lieu de consommation où la bouteille doit être fermée également. Donc il y a plein d'automatismes à savoir. Il faut bien former les équipes quand on fait des shootings. Donc voilà, c'est des choses qu'on apprend au quotidien. Puis quand on a un doute, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider aussi voilà, à prendre les bonnes décisions. Et on n'est pas les seuls en Europe. Hein. Vous savez que c'est encore pire en Suède, c'est encore pire en Norvège. On est quand même très limité en communication dans les pays nordiques au niveau de l'alcool. Alors évidemment, on est assez ravis quand on peut travailler dans des pays plus libres, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis ou l'Italie. Mais voilà, en fait, c'est pas un sujet simple. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous parler d'une campagne de communication, vous, que vous avez aimé faire ou qui vous a marqué ou... C'est une bonne question et je dirais que c'est pas forcément une des miennes que je retiendrai, mais en tout cas, c'est celle qui m'a marqué peut-être dans mon parcours, mais quand j'ai démarré, il y en a une qui m'avait touché à l'époque parce qu'elle prenait un peu le contre-pied de tout ce qu'il faisait. C'était une campagne pour la cuvée Comte de Champagne de la maison Tétinger, avec le slogan suivant qui disait « Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie ». Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce on est vraiment dans le côté, dans le côté un peu intime, dans l'émotion, dans le sens où on se dit, bah voilà, c'est un produit extraordinaire, mais on s'adresse à des gens ordinaires et on veut pousser. Et ça, moi, c'est ma vision du champagne aussi. C'est-à-dire que oui, c'est un vin exceptionnel. Oui, c'est un vin qui peut paraître cher, mais on peut le démontrer pourquoi. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est pas forcément un vin de consommation courante pour les gens très fortunés. C'est vraiment, et ça, c'est très important pour moi. Et,
et voilà. En tout cas, ça m'a marqué à l'époque. Et j'essaye, moi aussi, dans mes campagnes, d'essayer de trouver un angle qui puisse nous différencier, accrocher le lecteur, en l'occurrence, ou ou l'audience sur le web, mais c'est pas simple. Euh, Nous, on a une campagne, nous, sur le blanc de blanc, que j'ai appelé blanc de blanc de couleur, justement, pour aller mettre en avant le contraste de l'origine géographique de nos raisins. Donc voilà, c'est des choses qui parlent dans un univers très coloré, parce que je pense qu'on est dans une période un peu difficile et qu'on a besoin de voir des couleurs fraîches, des couleurs pastel autour assez solaires, et ça fait du bien. Donc voilà, on travaille, on essaie de se renouveler régulièrement là-dessus, et encore une fois, d'adapter votre message et votre campagne à la cible que vous souhaitez toucher. Vous n'avez pas de cible typique bien répartie, ou si au contraire, vous visez je dis n'importe quoi, les 18-30 ans Si, alors on les a définis, le persona. Alors la vérité, c'est que quand on analyse notre base client, on va dire, on parle de la France, on va dire, parce que là on a Mm. une vision très claire, c'est là où on a une meilleure vision du client finaux. On est quand même sur une population plutôt vieillissante. Donc il faut effectivement aller communiquer pour toucher les 18-30 ans, mais c'est pas eux qui vont acheter la bouteille. Bien Donc sûr. c'est-à-dire qu'on va continuer. Et également ne pas oublier nos plus de 60 ans. Et nos plus de 60 ans, alors ce qui est dingue, c'est quand j'ai démarré ma carrière, Facebook venait de naître et c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour se faire connaître quand on est une jeune marque qui démarre. Et maintenant, il faut être sur Facebook pour aller toucher les seniors. C'est assez dingue, mais C'est c'est vrai. un peu vrai quand même. Et entre les deux, ben voilà, vous avez quand même euh, les 40-50 ans, c'est notre cœur de cible. 40-50 ans, on les a étudiés, donc on sait que ce sont des gens qui sont plutôt urbains, qui vivent dans les grandes villes, c'est des gens qui sont connectés, voilà, qui ont tous et qui sortent au restaurant, qui reçoivent chez eux, Mm. qui ont une appétence pour les vins et spiritueux, évidemment. Donc oui, on les connaît, mais encore une fois, on ne s'adresse pas à une seule cible, c'est notre principale, mais à travers les actions qu'on peut mener, les partenariats qu'on va définir, ou les mécénats, on va aussi aller chercher d'autres cibles. Mais ce qu'il faut vraiment connaître, c'est la cible avant de démarrer quelque chose pour savoir où on va, dans un but très simple, c'est toujours de rester cohérent, encore une fois. Et est-ce que cette cible, elle diffère selon vos marchés? Par exemple, en Angleterre, elle va être différente. Là, je vais un peu différer. En Italie, pareil. Ou ça reste. Oui, c'est très juste. Elle peut être, alors je dirais qu'en Europe, en fait, ça dépend de la maturité du marché. C'est-à-dire que vous avez des marchés du champagne qui sont extrêmement matures. Je pense au Japon, à l'Angleterre, à la Belgique, à l'Italie. Donc ils ont une connaissance champagne qui est assez profonde. Ils ont aussi accès à une variété de champagne très large. Et il y a des pays plus néophytes, qui sont des nouveaux marchés. Je pense à l'Australie, je pense à l'Asie du Sud-Est, on a des choses comme ça, où le champagne est en train de prendre des parts de marché, mais ils ont encore une connaissance assez faible Et les États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis, c'est un marché énorme, euh, avec parfois un manque de connaissances. On se bat déjà pour que l'appellation soit reconnue. Elle est reconnue, mais je veux dire que les gens puissent identifier le champagne comme un produit français. Ce qui est déjà pas, je vous assure, c'est pas toujours gagné quand on voyage. Mais ça, c'est très important pour nous. Et effectivement, elle va être différente euh, d'un pays à un autre, ou en tout cas peut-être d'une culture à une autre aussi. On a des pays où on va avoir une consommation plus à domicile, comme les pays nordiques, des pays où on va avoir une consommation plutôt à l'extérieur, c'est le fameux off-trade, on-trade, mais où on va consommer le vin plutôt en restauration. Puis vous avez des villes qui sont, je dirais, un peu déconnectées du pays. Quand vous regardez Londres, New York, sont des villes, est-ce qu'elles sont représentatives vraiment de l'Angleterre ou des Mm. États-Unis? On peut se poser la question. En Mm. l'occurrence, ce sont des places fortes du Champagne. Et vous savez que si vous êtes présent fortement à Londres, à New York et à Paris, vous avez déjà fait la bonne partie du chemin. Parce que c'est les villes, ce qu'on appelle des vitrines, en fait, pour nous. Et donc, c'est extrêmement important. On parle un peu de Dubaï aussi, moins en ce moment, malheureusement. Mais voilà, c'est des villes à fort impact pour les marques. Et donc, c'est très important d'être visible dans des beaux établissements, parce que ça va faire boule de neige. Et quand il y a un restaurant qui se monte assez branché avec un chef connu, si on vous voit là-bas, bah, ça va donner envie à d'autres personnes de vous découvrir. Et tout. Ça se construit comme ça au quotidien.
Donc, est-ce que c'est la façon dont vous choisissez vos marchés? Par exemple, vous allez d'abord viser Londres et après aller dans toute l'Angleterre? Ou comment vous avez fait cette démarche de choisir, on est présent en Italie, en Angleterre, aux États-Unis et moi en Chine, du coup, de ce que j'ai compris? Alors non, on s'adapte là aussi à la demande, c'est-à-dire que vous avez une appétence pour le champagne qui est assez limitée en Chine, parce qu'en fait, alors déjà, ils n'ont pas de moment d'apéritif et ils n'aiment pas les boissons pétillantes. Vous n'avez pas non plus de Donc, c'est coca, compliqué. c'est un peu plus compliqué. Donc on a une consommation de champagne qui est plutôt comment dirais-je, plus une mesure, enfin voilà, c'est un statut social qu'on va exprimer. On va boire des bouteilles connues dans des lieux publics pour être vus donc c'est pas du tout notre cible. Nous, on est beaucoup plus discret et on va plutôt aller chercher l'amateur de vin, donc on n'a pas, voilà. Mais il y a d'autres marchés effectivement où en fait c'est un marché, on va aller chercher vraiment les consommateurs là où ils sont, à la fois dans les bars à vin, bars à manger, qui sont les choses un peu plus à la mode en ce moment, les restaurants. Mais voilà, ce travail au quotidien pour que aussi on soit pas, un champagne ne doit pas forcément être consommé dans un restaurant gastronomique ou voire étoilé. Ça peut être aussi, dans une belle brasserie, et ça on essaye de faire attention à cela. Même si aujourd'hui on a conscience que, parfois, malheureusement en France et notamment à Paris, quand vous demandez une coupe de champagne, on vous annonce le prix du plat que vous allez prendre derrière. Donc c'est quand même un peu, ça refroidit un petit peu. Mm. Et c'est un peu dommage parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais gamin, mais quand on rentrait dans un restaurant, on disait: «Est-ce que je peux vous offrir une coupe de champagne?» Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend plus beaucoup. Euh, Je pense que je donc l'ai jamais voilà. J'ai entendu. jamais entendu non plus perso. Merci de souligner. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que les restaurants, ça apporte un peu une double crédibilité. Vous êtes dans un restaurant, donc ce qui met en valeur, parce que le choix du restaurant est bien trouvé, et en même temps, vu que vous êtes un produit d'exception, ça apporte aussi de la crédibilité au restaurant pour dire, nous, on vend du bon produit. Ah, exactement. Et ça, on a vu les choses changer. À une époque, il y avait sur les cartes des restaurants parfois, voilà, trois marques de champagne très, très, très connues. Et on a vu, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'arrivée des vignerons, qui ont fait des vins de plus en plus intéressants et qui se sont fait une place très importante sur les cartes. Et aujourd'hui, on va juger une carte des vins sur la profondeur de la carte, justement, en n'ayant pas uniquement que des grandes marques, mais aussi des maisons de taille intermédiaire, comme les nôtres, ou bien aussi une sélection de vignerons. Donc ça, c'est très important pour nous. Et effectivement, c'est des prescriptions, et on le sait très bien que quand vous êtes vu dans un restaurant, sur la carte, ou même, on travaille beaucoup avec des bouteilles factices, hein, c'est un outil marketing très fort, hein, c'est bête, mais je dirais avoir une bouteille dans un restaurant. On a fait l'expérience plusieurs fois. Si vous êtes au restaurant et que vous prenez une bouteille de champagne, vous allez voir qu'il y a une forte chance qu'il y ait quelques tables qui vous suivent. C'est assez rigolo à faire. Euh, et en fait, on voit et ça, c'est très important pour nous. Et on sait qu'une personne qui vous a vu dans un restaurant, même si elle vous a pas consommé, elle vous a vu, l'étiquette, elle a été aperçue. Si le lendemain ou 15 jours plus tard, il se retrouve chez un caviste et il voit l'étiquette, et ben inconsciemment, il va peut-être y aller. Mm. Parce qu'il l'a vu et il s'est dit: bah, attends, c'était Il là-bas connaît. dans le restaurant que je connais, donc c'est bien. Donc en fait, on construit comme ça aussi notre présence à travers des beaux établissements. Donc c'est important. Et là encore, le rôle du prescripteur, quand vous avez sur la carte un petit cœur en face en disant c'est la sélection du moment, la sélection du Bien sûr. chef ou coup de cœur, on sait que ça a un impact direct sur les ventes. Donc il y a un réel travail d'enquête que vous faites aussi au sein de votre entreprise. Pour, De- donc là, par exemple, avec le D'études de test. marché. Oui, Ah, c'est ça. oui et non. Alors, après, oui, on travaille avec des sociétés, enfin une société en particulier qui analyse les cartes des vins et dans plusieurs marchés. Et ça nous permet de savoir où sont nos concurrents, quelles sont les cuvées qui sont présentées dans ces restaurants-là, et les restaurants, les opportunités, parce que des restaurants où on n'est pas, et d'autres où on pourrait être, évidemment, et d'autres comme ça. Dans ça, on suit ça de près, mais après, je dirais que c'est surtout du terrain, et c'est d'un travail au quotidien avec nos agents, qui sont vraiment, eux, sur le Mm. terrain toute la journée, et donc qui remontent les informations, et qui vont visiter les restaurants, et qui vont établir des liens avec eux, et qui nous disent, bah là, je vous ai vu, on n'a pas été référencé là depuis longtemps, et essayer de comprendre pourquoi on a été déréférencé. euh, Parce que la part du gâteau champagne, elle n'évolue pas. C'est-à-dire que si nous, on va prendre des parts de marché, on va aller prendre un autre champagne. Donc, D'accord. donc, il faut qu'on réfléchisse collectivement aussi à la façon dont on va pouvoir élargir cette part du gâteau. Ça, c'est un élément important
on n'a pas évoqué, mais en tant que responsable communication, et je le dis souvent moi, je travaille pour 2 champagnes. Je travaille vraiment pour la champagne, pour la catégorie champagne, et je travaille pour ma marque. Et ça, c'est très important. Le collectif, c'est ce qui fera qu'on s'en sortira et qu'on sera plus fort que les autres. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer là-dessus et essayer de accompagner les restaurateurs, les sommeliers à nous proposer peut-être différemment. Encore un exemple concret dans les stations de ski cet hiver, on a travaillé sur une formule champagne gourmand pour remplacer un peu le café gourmand que tout le monde connaît avec la petite ardoise, avec sa petite madeleine, son financier et sa Sa petite boule crème de brûlée, glace. sa boule de glace avec son café. Et ben le champagne gourmand, c'est pas inintéressant. On a pu mettre en avant une catégorie de champagne dont on parle moins, c'est le champagne de dessert, le demi-sec, qu'on a servi avec une petite madeleine, avec une petite crème brûlée. Et, euh, et ça a beaucoup plu. En fait, il faut pouvoir voilà, essayer de se dire, mais oui, j'avais pas pensé finalement, mais pourquoi pas. Ouais. Donc voilà. Ok. Moi, si je peux revenir un peu sur le packaging, parce que vous nous avez dit que justement, il est très important, parce que quand le client le voyait, notamment dans un restaurant, ça pouvait ensuite déclencher un achat. Est-ce que vous avez votre mot à dire en tant que directeur de communication dans le packaging, ou comment ça se passe? Ah oui, complètement. En ce qui me concerne, parce que encore une fois, c'est une petite maison, donc je suis aussi directeur marketing. Mais l'élaboration des étiquettes et des packs, et des étuis, des coffrets et tout, c'est très important. Même si pour la restauration, on parle juste de l'étiquette. Mais oui, ça fait partie intégrante de mon travail. Alors, c'est des choses qui évoluent, qu'on fait évoluer, mais c'est des choses qui sont très longues, hein. Ça, c'est vraiment, D'accord. il y a deux temporalités dans nos métiers. Il y a vraiment sur le temps court, on a vraiment le travail au quotidien, l'actualité, la presse, la réaction, les opportunités, des choses comme ça. Et il y en a les choses sur le temps long qui sont le temps du champagne, parce que quand on y pense, entre le moment où vous récoltez votre raisin et où vous vendez votre bouteille, il y a quasiment 5 années qui se passent pour nous. C'est dingue, en fait, quand on y pense. Et c'est un minimum. Dès qu'on parle de cuvées plus haut de gamme ou sur des millésimés ou des cuvées de prestige, on va jusqu'à 10 ans. Donc c'est un temps qui est extrêmement long. Et, mais voilà, donc c'est plein de petites choses qu'il faut mettre en place. Là, encore une fois, identité visuelle forte, il faut de la bonne lisibilité, il faut que votre marque elle soit mémorisable. Quand j'étais étudiant, on me disait qu'il fallait qu'un client enfin un prospect soit exposé 5 fois à la marque pour que son cerveau l'enregistre et puisse l'intégrer dans un acte potentiel d'achat. Aujourd'hui, ça s'est démultiplié, c'est pas vrai. Il faut être beaucoup plus présent sur différents supports. On le voit bien, nous, avec les réseaux sociaux. Combien de fois, avant de craquer, on a été pisté sur différents supports et on finit par craquer. Et donc, voilà. Justement, en parlant de réseaux sociaux, vous êtes présent sur quelle plateforme, vous, aujourd'hui? La plus importante, il y en a deux, je dirais. La plus importante, ça reste Instagram parce qu'elle a cette faculté d'être universelle dans le sens où la barrière du langage est assez limitée. On communique en anglais sur ce support pour des raisons évidentes de loi E20. Euh, mais, euh, mais voilà, l'image parle d'elle-même. Et donc Facebook, il ne faut pas l'oublier. Parce que comme je l'ai mentionné, on a nos clients, nos, nos, Nos clients plus nos âgés. clients plus âgés sont dessus. Et puis, il y a LinkedIn qui est hyper important, euh, professionnellement, j'entends, pour faire rayonner sa marque, pour dire ce qu'on fait, dire où on est. On est très suivi et c'est nous, on voit, enfin, toute proportion gardée, encore une fois, mais en tout cas, on y apporte un soin très particulier sur les messages qu'on peut faire passer parce qu'on sait que c'est lu et que ça reste, donc c'est important. Et c'est tout. Je dirais on n'est pas, je vais pas m'amuser à aller tester une plateforme que je ne connais pas. J'irai pas sur TikTok pour faire du TikTok. Je suis bien trop vieux pour ça et je vais laisser mes enfants le faire. Mais je pense qu'il y a des opportunités pourtant pour le champagne. On pourrait faire des choses, mais bon, voilà, on peut pas aller partout non plus. Il faut faire des choix. Vaut mieux être Et moins puis, présent et bien plutôt que trop exactement, présent exactement. et Et mal. puis, il y a des pays où on ne connaît pas bien les usages, notamment en Asie, c'est encore plus compliqué. Donc, on Mm. peut pas. Alors, soit nos importateurs vont nous dire, bah, écoutez, nous, on a un département marketing spécialisé dans le digital qui va faire des campagnes sur nos réseaux, sur WeChat et autres. Ok, dans ces cas-là, nous, on intervient plutôt en arbitrage, c'est-à-dire qu'on va revoir les campagnes, on va s'assurer de la cohérence avec les messages qu'on essaie de véhiculer. Mais après, voilà, sur l'implémentation, ils sont libres. Ok. Mais du coup, en communiquant en anglais, ça vous permet de contourner, entre guillemets, la loi E20?
La vraie réponse. Elle est très difficile, cette loi, elle est très compliquée. La réponse est non, parce qu'on pourrait dire oui, d'accord, vous communiquez en anglais, mais enfin, vous êtes une marque française. Oui. Mais effectivement, ça nous permet même, ça ne nous empêche pas d'utiliser les messages dans la biographie du compte Instagram. Il y a tous les messages sanitaires qui vont bien, mais voilà, ça nous permet aujourd'hui, on essaye, bien qu'on essaie de contourner la loi, on essaie de la respecter aussi pour être dans du contenu à valeur ajoutée pour l'utilisateur. Mais oui, ça nous permet de se mettre même un peu à l'abri. D'accord. Moi, j'avais une dernière question. Donc, actuellement, dans notre master, il y a une spécialisation goût et luxe. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient travailler dans le champagne. Alors, est-ce que vous auriez un petit conseil pour eux? Oui, même plusieurs. C'est une question importante, évidemment. Alors, je le sais parce que je reçois quand même beaucoup de candidatures aussi au quotidien, donc je peux apporter un peu mon éclairage dans ce que je peux recevoir. Donc, il y a, dans un premier temps, je dirais les langues. On l'a bien vu dans la discussion, on est quand même 80% de mon travail est en anglais. Aujourd'hui, une troisième langue, c'est même un plus, ce que je n'ai pas personnellement. Mais en tout cas, l'anglais fait partie intégrante. Il faut être capable, mais pas l'anglais scolaire. C'est-à-dire qu'il faut, je recommande toujours une expérience à l'étranger. Même 3 mois à l'étranger, ça permet quand même d'adopter un peu les codes. Et en tout cas, pas les codes, mais les clés pour pouvoir progresser très vite. C'est indispensable. La capacité rédactionnelle. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est bien plus aidé par des outils qui peuvent permettre, mais ça se voit. Oui, souvent, ça Spoiler va. alerte. Les lettres de motivation qui sont faites sur ChatGPT se voient. Donc, il faut, et surtout, il faut étudier en fait quand vous vous adressez. C'est exactement comme quand moi j'écris un journaliste que je ne connais pas. Et, je vais devoir l'intéresser, et donc il faut qu'on ait l'objet qui va bien. Et il faut qu'on dans la lettre on sente une réelle motivation et un vrai intérêt pour le produit et la connaissance du produit. Moi, quand je reçois des gens qui me disent voilà, je suis passionné par le champagne, euh, il faut que je puisse le sentir, en fait, le comprendre et le percevoir. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont faits par le comité Champagne, donc le comité interprofessionnel des vins de Champagne, mis à disposition du grand public, qui permettent de se former assez rapidement quand même sur ce ces notions secteur. techniques. Ça, c'est très Mm. important. Il faut savoir... alors, ça paraît bête, mais en fait, parfois, je ne sens pas la motivation. C'est-à-dire que j'ai besoin quand on reçoit des gens, alors quand ils ont passé l'étape de la lettre, ce qui est déjà une bonne chose, quand on les reçoit en entretien, si on a quelqu'un en face qui n'a pas étudié, enfin, qui ne connaît pas la maison, ou qui a un discours qui est très générique, qui pourrait être utilisé dans un autre entretien pour une autre maison, il y a un problème. Et dans les questions qu'on pose, même si c'est bien déroulé, débrouillé sur la partie entretien pur, quand on va poser des questions un petit peu pièges et qu'ils vont dire: «Vous avez des questions?» «Ah oui, alors en termes de télétravail?» Donc là, au revoir. Heu, Ou en fait, c'est les stages, encore une fois, c'est extrêmement important, mais il faut arriver à se rendre indispensable assez rapidement. Donc ça veut dire aussi être force de proposition. Ça veut pas dire faire du zèle et vouloir partir plus tard que le patron le soir, hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste au quotidien, montrer un vrai intérêt pour le travail, pour le métier et pour le secteur dans lequel on travaille. Parce que je pense pas qu'on puisse communiquer de manière pertinente pour un produit dans lequel on ne croit pas ou qu'on n'aime pas. Tout à fait. Oui, je pense qu'il faut une certaine passion, peut-être. Enfin, je sais pas si Voilà. c'est le bon terme, Mais mais si pareil, si je reçois quelqu'un qui me dit: «Moi, je suis passionné par l'univers du luxe», oui, il va aller vous rejoindre le avez parking dit, assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est il plutôt faut que ce spécifique, soit, oui. voilà, quel est son rapport avec la Champagne, avec le champagne, avec le produit, avec les univers qu'il y a autour, heu, et puis qu'il soit, à l'aise, parce que c'est des métiers où on va être aussi amené à recevoir quand même beaucoup de monde, et il faut pouvoir être à l'aise avec tout le monde. C'est aussi la richesse de ce métier, hein, c'est que voilà, aucune journée ne se ressemble. Il faut être hyper adaptable, hyper réactif, mais c'est un métier que je recommande à tout le monde. Mm. Enfin, tout le monde, ceux qui sont en tout cas. Évidemment que c'est déjà un très beau métier, mais le faire dans des conditions pour représenter un produit comme le champagne, je suis très heureux de me lever chaque matin. Ben, on vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait cet échange très constructif, qui était très intéressant. Donc merci beaucoup. On voit que vous êtes passionné par votre métier et c'est très beau à Ça voir. donne envie, alors Ça que je donne ne bois envie. même pas d'alcool. Bah, merci à vous, un vrai plaisir.
Et on remercie Karen au son, Cielo à toute la partie communication. Et on remercie bien évidemment Intercampus pour le prêt des locaux et du matériel.